Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne tout le monde, évidemment, les fameux prix de l'immobilier. Et oui, qui ont continué d'augmenter malgré la pandémie. Alors certains évidemment sont contents, d'autres sont inquiets. Alors moi-même, je fais mon mea culpa. C'est vrai que j'avais dit un peu plus d'1 an que les prix allaient baisser avant même la pandémie. Pourquoi? Parce qu'on avait une bulle immobilière, on l'a toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que les prix ont été trop loin par rapport à la réalité économique. Mais cette pandémie a généré ce que j'appelle un effet favorable, entre guillemets, c'est-à-dire que ça a permis, grâce notamment à l'action de la Banque Centrale Européenne, la planche à billets, etc., ça a permis de maintenir des taux d'intérêt extrêmement bas. Et donc, grâce à cela, les ménages et puis aussi les investisseurs ont pu continuer de s'endetter sur un taux extrêmement bas pour continuer d'investir et donc finalement d'alimenter cette bulle immobilière. Donc, les prix ont continué d'augmenter. Alors, on va tout de suite rentrer dans le détail pour voir justement ce qui s'est passé. Alors là, on a l'indicateur LPI se loger sur l'ensemble de l'année 2020. On n'a pas encore l'indicateur des notaires qu'on aura dans quelques semaines. Mais bon, néanmoins, c'est vrai que généralement, c'est un peu plus cher que l'indicateur des notaires, mais les variations sont à peu près similaires. Donc là, voilà, on a la vision de ce qui s'est passé en 2020 sur l'ensemble de la France. Regardez, c'est incroyable. Une augmentation de 6,5% des prix des logements. C'est une moyenne nationale. C'est bien plus que les dernières années. Donc, vous voyez, c'est ce qui est incroyable. C'est que malgré la pandémie, malgré les confinements, malgré les couvre-feux, malgré effectivement donc le chômage partiel, etc., les prix ont continué d'augmenter. Donc, c'est bien la preuve qu'on a un petit problème de bulle qui est en train de se produire. Et donc, voilà le prix au mètre carré donc en moyenne nationale, 3 553 €. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les villes jusqu'à présent qui avaient de faibles augmentations, c'est là justement où les prix ont le plus augmenté. Et oui, parce que justement les investisseurs se sont dit, on va peut-être profiter, justement la bulle va continuer, mais dans les villes justement où les prix n'ont pas encore trop augmenté. Voilà, par exemple, on a ici les deux villes où les prix ont le plus augmenté, Mulhouse, Angers, plus 15% sur une année, ce qui fait encore des prix, vous voyez, Mulhouse, 1 900 € du mètre carré, c'est encore raisonnable, mais néanmoins ça a très fortement augmenté. Bien sûr, Lyon, alors on a également une ville comme Montreuil, on en reparlera tout à l'heure, c'est incroyable, plus 10,4% d'augmentation. Et vous voyez, Paris, donc évidemment les prix étaient très, très élevés avant, seulement 5,7% d'augmentation. Bon, c'est quand même 10 683 € du mètre carré, on verra tout à l'heure si c'est la ville la plus chère ou pas. Vous voyez, autre exemple, Boulogne-Billancourt qui avait beaucoup augmenté, seulement 4,3% d'augmentation, vous voyez, avec un prix de 9 063. Donc on voit bien que finalement, les prix ont augmenté partout. Donc la bulle se généralise finalement. Et donc voyons tout de suite les villes les plus chères de France, le top 10 des villes les plus chères de France. Donc évidemment, sans surprise, nous avons numéro 1 Paris, 10 683 € du mètre carré. Numéro 2 dans le 92, donc Boulogne-Billancourt, donc 9 063, même si l'augmentation s'est un petit peu ralentie. Et alors c'est la surprise de l'année, Montreuil, on va dans le 93, le fameux 9,3, Montreuil, 6 879 € du mètre carré. Donc voilà, maintenant tout est cher finalement. Ensuite, on a Lyon et puis Annecy. Donc là, on a le top 5, les 5 premières villes, les plus de 100 000 habitants, les plus chères de France. Bordeaux, Nice, Nantes, Aix-en-Provence, vous voyez les prix à chaque fois. Et surprise là aussi, Saint-Denis, donc deuxième ville du 93. Vous voyez que sur les 10 premières villes les plus chères, on a quand même 2 villes du 93. Bravo, c'est le seul département où il y a 2 villes finalement. Donc Saint-Denis, 3 973 € du mètre carré. Donc c'est un peu plus que la moyenne nationale. Vous voyez, avec un niveau de 3 553 € du mètre carré. Donc voilà, tout est cher maintenant. On peut plus dire il y a des villes pas chères. Alors, il y en a encore certaines où ça reste relativement raisonnable. Donc, je vais sélectionner quelques villes où nous sommes en dessous de la moyenne nationale, donc de 3 500 € du mètre carré. Alors, tout un paquet de villes autour donc des 2 000 € du mètre carré. Par exemple, Metz, Rouen, Le Mans, Brest, Clermont-Ferrand, Mulhouse, on l'a vu tout à l'heure. Le Havre, légèrement moins. Limoges, Perpignan, ensuite là on descend d'un cran. Puis la ville la moins chère de France pour les villes de plus de 100 000 habitants, ça reste Saint-Étienne avec à peu près 1 000 € du mètre carré. Donc, ça veut dire que si ça continue comme ça, si les taux d'intérêt sont bas, si la bulle continue, ces villes aussi vont connaître des fortes croissances pour demain. Alors c'est bien pour les investisseurs, pour ceux qui veulent spéculer éventuellement. Par contre, pour ceux qui veulent acheter, c'est moins sympathique. Et donc c'est là tout le problème, c'est que ces prix ont été trop loin par rapport à la réalité économique de la France. C'est ça une bulle, c'est quand les prix des logements vont trop loin par rapport au prix normal, à la valeur réelle de l'immobilier. Donc ici on le voit très bien, là vous avez les prix de l'immobilier depuis 1984, c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est le PIB en valeur. Vous voyez la richesse qu'on crée en France, augmentée de l'inflation. Donc vous voyez, c'est très net. On voit la bulle de 84-91, ensuite elle s'est complètement dégonflée. Vous voyez qu'on est revenu vers la courbe rouge, et puis la nouvelle bulle, elle se dégonfle parfois, mais elle ne veut pas revenir vers la courbe rouge. Il y a toujours cet écart incroyable qui perdure. Donc on va faire justement deux focus.
Le premier, on le voit ici sur les prix des logements anciens en 1984 à 98, vous voyez c'est très clair, hein, on est monté à peu près 200% d'augmentation, donc au sommet de la bulle en 91 et après ça s'est effondré et la courbe bleue, donc les prix des logements, est revenu vers, je dirais tout simplement, le PIB en valeur. Et qu'il y a eu cette reconnexion qui s'est produite de façon tout à fait salutaire, parce que ça a permis ensuite de repartir sur des bases plus saines. Et justement, en repartant, on a alimenté une nouvelle bulle. Donc là, on retrouve le même graphique, mais en baissant en 1998. Vous voyez, donc là, c'est les prix des logements. Alors ça s'ajuste parfois. Aujourd'hui, on a un indicateur de 280. C'est-à-dire que les prix des logements depuis 1998 ont augmenté d'environ 180%, donc à peu près comme lors de la bulle de 84-91, sur un peu plus longtemps, mais tout de même, c'est une bulle similaire. Et par contre, dans le même temps, la courbe rouge, c'est-à-dire le PIB, donc la richesse qu'on crée en France, augmentée de l'inflation, alors là, ça a augmenté beaucoup moins, surtout l'année dernière, vous voyez, parce que là, on a même une baisse, très forte baisse historique, hein, je vous rappelle la récession historique, à peu près une baisse de l'ordre en moyenne annuelle de 9 à 10% du PIB français, donc c'est quand même assez dramatique. Alors ça remonte un petit peu au troisième trimestre, mais ça va rebaisser au quatrième trimestre, donc vous voyez, on est sur, dans le meilleur des cas, un niveau de 170, ça veut dire 70% d'augmentation, alors que les prix des logements ont augmenté de 180%. Donc 110 points d'écart de variation, c'est évidemment du jamais vu, et c'est évidemment dangereux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'une bulle, je dis pas ça pour me faire plaisir, c'est que simplement, ça va trop loin par rapport à la réalité économique, donc c'est dangereux, et ce n'est pas sain pour les ménages français, d'autant que si on regarde maintenant la corrélation entre la variation des prix des logements et la variation du revenu des ménages, et ici la courbe rouge, on voit que ça devient très dangereux. Pour faire simple, on a un niveau normal de 1960 à 2019 qui est de 1,1. Ça veut dire l'écart entre la variation des prix des logements et la variation du revenu disponible des ménages. Voilà, on est au niveau normal 1,1. Donc là, on voit les différentes bulles des années 60-65, par exemple, ça s'est dégonflé. Vous voyez, là, le marché était sain. Bulle de 80-91, ça gonfle, ça se redégonfle. Et là, ça ne veut plus se redégonfler. Évidemment, ça monte, ça monte. Donc on était monté au deuxième trimestre sur un niveau de 1,8, là ça baisse un peu, on est à 1,74, c'est des problèmes statistiques, je ne rentre pas dans le détail, ça va remonter un petit peu au quatrième trimestre, mais dans le meilleur des cas, on est autour des 1,74 donc, pour cet écart, alors que le niveau normal c'est 1,1. Donc oui, il ne faut pas tourner autour du pot, oui, les prix des logements ont été trop loin par rapport aux revenus des ménages. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Donc, c'est ce qui fait que ces prix sont trop élevés. Si je regarde maintenant région par région, ville par ville, alors là, on retrouve la moyenne nationale, donc 1,74. L'Île-de-France, on est à un niveau de 2. Paris, 2,74. Je vous rappelle que le niveau normal, c'est 1,1 quand même. Et regardez, là, la ville la plus chère, finalement, en termes relatifs, parce que tout à l'heure, on a vu les villes les plus chères en valeur absolue, c'est bien sûr Paris, mais si on compare les prix par rapport aux revenus, la ville la plus chère aujourd'hui, regardez bien, c'est la courbe verte ici, c'est Lyon. Sur un niveau de à peu près 3,1, c'est Lyon, la ville la plus chère de France par rapport aux revenus. C'est là où les prix ont le plus augmenté par rapport à l'augmentation des revenus. C'est là où donc la bulle est la plus élevée. Donc ça appelle bien sûr un ajustement. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a eu finalement cette bulle? Pourquoi cette bulle perdure? Parce que c'est vrai que c'est une vraie interrogation, mais la réponse est très simple. C'est parce que malgré la faiblesse des revenus, finalement, on a compensé par la faiblesse des taux d'intérêt. Et là, on a effectivement l'action de la Banque Centrale Européenne qui a joué, donc qui a permis d'avoir des taux d'intérêt extrêmement bas. Donc c'est un peu le paradoxe, puisqu'on a eu une pandémie, la dette publique a flambé, normalement les taux d'intérêt auraient dû augmenter, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Donc c'est pourquoi les prix ont continué d'augmenter. Regardez, c'est très clair. Ici, je vous ai mis, on retrouve la courbe rouge, la variation des prix des logements en baissant, donc en 1998. La courbe bleue, ce sont les taux d'intérêt donc à 10 ans des obligations de l'État français. Et donc on voit très bien, quand les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, comme ici par exemple, hop, très vite ensuite, les prix ont tendance à baisser. Idem ici, les taux d'intérêt ont un petit peu augmenté, les prix ont baissé. À l'inverse, quand les taux d'intérêt baissent, mécaniquement, hop, les prix remontent. Et là, bien entendu, sur la fin de la période, là, c'est l'euphorie. Les taux n'ont pas arrêté de baisser, même ils sont négatifs. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt sur les logements qui peuvent atteindre à peu près 1%, hors assurance. Donc, bien entendu, ça devient intéressant d'acheter. Et donc, les prix ont continué d'augmenter. Donc, voilà pourquoi la bulle a perduré. Voilà pourquoi les prix ont continué d'augmenter. Le problème, c'est que c'est cette fuite en avant qui nous met un petit peu en danger pour l'avenir. Oui, pourquoi? Parce que les ménages se sont surendettés. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, ça c'est le taux d'endettement des ménages par rapport à leurs revenus disponibles. Donc ça c'est mes prévisions pour 2021. On est sur un niveau, donc, dès le premier trimestre, à peu près 101%
de taux d'endettement par rapport aux revenus des ménages. C'est du jamais vu. Et le pire, c'est que l'État français veut que ça continue. Parce que comme vous le savez, il y a un ratio de surendettement de 33%. Ça veut dire que l'ensemble des crédits, des remboursements de crédits des ménages ne doit pas dépasser 33% du revenu. Là, l'État français l'a augmenté, a décidé de le passer à 35%. Donc la fuite en avant continue. Et donc malheureusement, on risque d'avoir une situation de surendettement. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est ça qui avait généré notamment l'éclatement de la bulle immobilière en 91. Et donc voilà. Si les taux d'intérêt remontent un tout petit peu, évidemment, là, les ménages vont devenir fragilisés et donc on risque, bien entendu, d'avoir un dégonflement de cette bulle immobilière tout à fait logique, tout à fait presque salutaire. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, les prix sont trop élevés par rapport à la réalité économique. Donc, c'est tout simplement l'offre et la demande. Quand on a un mouvement spéculatif, quand les prix ne correspondent plus à la réalité économique, c'est l'offre et la demande qui font les prix. Donc, la question est de savoir comment va évoluer l'offre, comment va évoluer la demande. Donc voilà, on va se poser la question tout simplement, on va juste réfléchir, faire simplement du bon sens, tout simplement. Et donc que voit-on du côté de l'offre? Alors déjà sur l'offre, eh bien on a tout ce qui est télétravail. Ça c'est l'un des effets pervers de la pandémie, etc., des confinements. Donc le télétravail, ça s'est imposé, ça va malheureusement durer. Donc beaucoup d'immobiliers de bureaux vont disparaître tout simplement. Alors que vont-ils devenir? Soit ils vont devenir des logements, donc ils vont être transformés en logements, donc ça va augmenter l'offre de logements, ou alors, encore pire, beaucoup d'investisseurs qui avaient énormément investi dans l'investissement, donc dans l'immobilier de bureaux, aujourd'hui doivent rembourser leur endettement, et comme il n'y a personne dans leur bureau, ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de loyer. Donc ils vont vendre leur logement, donc leur bureau, donc ils vont faire des pertes. Et pour compenser ces pertes sur les bureaux, ils vont certainement vendre également des biens de logement, là où il faut encore des plus-values pour compenser les pertes sur l'immobilier de bureaux. Et donc, bien entendu, ça veut dire que là aussi, l'augmentation donc, de l'offre va être là, l'offre de logement va encore augmenter. Premier point. Deuxième point, malheureusement, la mort fait partie de la vie, donc c'est vrai qu'on jusqu'aux années 2015-2017, on avait à peu près 570 000 décès par an, et puis ensuite est arrivé, avant même la pandémie bien sûr, ce qu'on appelle le papy boom, ça veut dire beaucoup donc des enfants du baby boom qui arrivent en fin de vie, et donc le nombre de décès augmente mécaniquement, indépendamment de la pandémie. Donc c'est vrai que l'année dernière, on a eu à peu près, alors selon l'INSEE, une augmentation de 54 000 décès supplémentaires, notamment à cause de la pandémie, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, on est à 670 000 décès, mais c'est vrai qu'on déjà, sans la pandémie, on aurait dû avoir 630 000 décès. Et ça, c'est devenu structurel. Donc, même si on l'espère tous, la pandémie va s'arrêter, on aura chaque année à peu près 630 000 décès, ce qui est beaucoup plus que par le passé. Donc, mécaniquement, ces personnes, comme elles ne sont plus là, on doit vendre leur logement, et ça fait augmenter également l'offre de logement. Troisième élément, comme on l'a vu à l'instant, la dette des ménages devient énorme. On a également une augmentation du chômage, donc beaucoup malheureusement de ménages ne pourront pas rembourser leurs endettements, notamment immobiliers. Donc pour ne pas tomber en faillite, ils vont devoir vendre leur logement. Ça c'est vraiment un effet pervers de la bulle immobilière, parce qu'ils ont acheté très cher, donc ils ne peuvent pas continuer à rembourser. Et donc là aussi on va vendre des logements. Donc vous voyez que du côté de l'offre, c'est clair, l'offre va augmenter au cours des prochains trimestres, au cours des prochaines années. Du côté de la demande maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Du côté de la demande, on le voit, on a une sorte de précarisation sociale. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'aides en France, mais néanmoins, le chômage va augmenter. Dès que la pandémie va se calmer, espérons-le très vite, là, on va retrouver la normalité, et donc on va avoir un chômage qui va beaucoup augmenter, des faillites d'entreprises qui vont également beaucoup augmenter, et donc, comme on va être sur une situation sociale difficile, le pouvoir d'achat va rester très, très faible, voire va même baisser, donc les ménages ne pourront pas demander du logement. Donc la demande de logement, là aussi, va reculer. Ensuite, on l'a vu, les taux d'intérêt pourraient un petit peu augmenter d'ici la fin 2021, et puis surtout, les banques ont pris énormément de risques. Donc le coût du risque des banques va augmenter, et quand les entreprises ne vont pas rembourser leurs endettements, même si l'État a garanti 80% des prêts garantis par l'État, mais il reste quand même 10%, et puis d'autres entreprises risquent malheureusement de disparaître, sans parler des ménages qui ne pourront pas rembourser leur emprunt logement. Donc tout ça fait que, évidemment, les banques vont avoir une augmentation du coût du risque, et donc vont resserrer les conditions de crédit, et en plus les taux d'intérêt vont augmenter, les taux de marché. Donc ce qui veut dire que là aussi, si les taux d'intérêt augmentent, il y a moins de demandes de logement. Et puis dernier point, plus pour les investisseurs, on maintient l'impôt sur la fortune immobilière. Donc là aussi, certains investisseurs vont peut-être se dire, bon là c'est un peu cher, on va peut-être aller investir ailleurs. Donc tout ça pour dire que la demande également va avoir une tendance à baisser. Donc là, c'est la règle de base de l'économie. Si l'offre augmente et que la demande baisse, alors qu'on est déjà sur des prix très élevés, donc ça veut dire qu'évidemment, les prix
vont baisser inévitablement, de l'ordre de 10 à 15%. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais vous l'avez déjà dit l'année dernière. Oui, mais bon, avec ces taux d'intérêt aussi bas, c'est clair que si les taux d'intérêt restent aussi bas, la bulle va continuer. Donc, mais encore une fois, cette bulle n'est pas saine. Il est très important aujourd'hui, justement, que les prix baissent pour resolvabiliser la demande. Il y a beaucoup de ménages, notamment de jeunes aujourd'hui, qui ne peuvent pas accéder à la propriété parce que les prix sont trop élevés. Donc voilà, il faut retrouver un juste prix sur l'immobilier qui nous permettra de repartir sur des bases plus saines sur l'immobilier. Donc un dégonflement de bulle, ce n'est pas un mal, au contraire, c'est un bienfait pour partir sur des bases plus saines. Donc espérons que cette pandémie va très vite s'arrêter. Certes, les taux d'intérêt vont un peu augmenter, mais il va y avoir des taux d'intérêt un peu plus élevés et la pandémie qui aura disparu. Et même si les prix des logements baissent un petit peu, mais rassurez-vous, sur le long terme, ça remontera. L'immobilier reste bien sûr un bon placement de père de famille à long terme. Donc oui au dégonflement de la bulle pour repartir sur des bases plus saines. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup et à très bientôt.